Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va dans ces temps troublés essayer de décrypter les énergies de la pleine lune en Vierge qui aura lieu le 18 mars prochain, 7h19 temps GMT, axe Vierge-Poisson à 27 degrés 40. Alors, on va regarder donc ce qui peut, je dirais, être problématique, ce qui peut être quelque chose aussi qui nous permet d'avoir des portes de sortie, ni plus ni moins, et qui peut donc nous faire avancer comme nous le souhaitons, si tant est que on ait cette possibilité. Donc, la pleine lune Vierge Poisson, c'est toujours donc cette pleine lune en Vierge, donc on voit la lune qui est située là. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, le rappel, c'est quoi une pleine lune en Vierge? Eh bien, c'est l'apogée de la nouvelle lune qui s'est passée avant et qui était donc une nouvelle lune en Poisson du 2 mars. Et on se souvient de cette nouvelle lune du 2 mars, puisque c'était une nouvelle lune où tous les luminaires donc étaient en Poisson, tout était déjà en Poisson, avec Neptune, Jupiter, Mercure, et ça a amené, donc avec tout ce qui s'est passé comme événement donc en Europe, une espèce de confusion, une espèce de flou, une espèce de... Également, en même temps, le Poisson, c'est un signe de compassion, d'amour inconditionnel. Il y a eu cet élan vers ce pays, et donc avec un élan de solidarité, etc., un élan de protection, un élan de partage, un élan de mise en commun des souffrances finalement, qui ressemble au Poisson, hein, qui personnifie cette énergie. Alors, en rappel, une pleine lune en Vierge, elle vient évidemment en apogée du cycle de la lunaison de cette nouvelle lune en Poisson, et elle vient indiquer un focus, un zoom sur quelque chose qui doit être rectifié, qui doit être pris en considération pour équilibrer tout ce déferlement d'énergie, notamment Poisson. Donc, pour faire suite à cette confusion et ce chaos au départ contextuel, la pleine lune en Vierge, elle invite à revenir au calme, elle invite à revenir à une certaine forme de réalisme. Hein. Là, si on se dit que là, on veut regarder la lune, elle est en Vierge, donc elle est en Vierge, bien reliée à Pluton, qui est ici en trigone, d'accord? Je vois même plus ma souris, voilà. Donc on peut se dire qu'il y a une bonne énergie, ce sont deux signes de terre, deux signes qui invitent au calme, à la réflexion, à la prudence, à la désémotionnalisation, je ne sais pas si on dit ça, mais en fait à penser les choses sans y mettre un affect particulier, pour pouvoir justement traiter correctement, factuellement, je serais tentée de dire, les épisodes, ce qui se passe, la réalité. D'accord? Donc prendre les décisions avec le plus grand réalisme, le plus grand pragmatisme, on va dire, hein, de la chose. Donc la position de la Lune en Vierge, elle amène à se poser des questions. Elle amène à réfléchir, elle amène à analyser la situation, les chiffres, les statistiques, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. Hein. La Vierge, c'est aussi le côté médical, le côté presque hygiéniste parfois, le côté chercheur, hein, qui va donc pouvoir, avec une analyse, poser un diagnostic. La Vierge, c'est également notion de service, d'accord? Là-dedans, il y a le service aux autres, le service rendu, quelque chose d'humble, quelque chose qui ne se met pas en avant, qui ne génère pas d'esbrouffe,
Il y a beaucoup d'humilité et de modestie dans ce signe-là, d'accord? Donc ce focus en Vierge, il peut ramener aussi à cette modestie, à cette prise de recul, à cette analyse, finalement, pour pouvoir mieux situer là où on en est. La Vierge, elle parle aussi de faire des économies, c'est-à-dire elle va parler de l'inflation, elle va parler de ce qui est en train de déborder, de ce qui est en train de s'envoler avec le poisson qui n'a pas de limite. Hein. Jupiter en poisson, lui, c'est l'inflation qui va faire des vagues, le pétrole qui va prendre 100%, etc., etc. Donc ici, on n'est pas là-dedans, en fait. On est dans vraiment, attention, revenez au réel, revenez au sens de l'économie, au sens des petites choses, au sens de l'argent, au sens de ce qui est juste au niveau de ce que ça vaut. D'accord? L'énergie vierge, parfois, elle est également ressentie comme un peu critique, d'accord? Comme un peu angoissée, comme un peu inquiète, prudente, introvertie. C'est un signe mutable, comme les poissons. Ce qui fait que la situation ne peut qu'instable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un va dire quelque chose, quelques heures ou quelques minutes après, quelqu'un va dire exactement le contraire, sans qu'on ait l'impression que finalement des propos arrivent à marquer plus finalement les esprits et à donner une direction. Ça, c'est le propre des signes fixes et des signes mutables. C'est-à-dire qu'on va avoir tout qui va se dissoudre, qui va changer, qui va se moduler, qui va s'adapter, qui va rechanger, et rechanger encore. Et du coup, ça donne un peu le tournis. Ça donne un petit peu l'impression, notamment avec la Vierge, ça donne un petit peu l'impression de finalement d'une certaine forme d'impuissance, de perdre des moyens et de ne pas avoir finalement de contrôle, de pouvoir sur la réalité qu'on est en train de vivre. On a un soleil qui est en poisson, donc la volonté, elle n'est pas marquée, elle n'est pas incisive, elle se dilue dans finalement ce qui arrive, dans la croyance, dans la compassion, dans l'empathie, dans tout ça. Donc on est sur quelque chose qui ne va pas accrocher et qui va pouvoir redémarrer. Mais c'est pareil pour la Lune, qui se retrouve en signe mutable, en Vierge, et qui va peut-être analyser, qui va peut-être rationaliser ses émotions également, qui va pouvoir prendre un petit peu ce recul pour finalement décider quelles sont les actions à mener. Mais les actions à mener, elles seront compliquées parce que la volonté là-dedans est complètement inefficace avec un soleil en poisson. Donc si on regarde ici ce qui se passe, les énergies qui sont concernées, on se rend compte que finalement, le thème, il est... Allez, il se concentre, toutes les planètes vont se concentrer dans 60 degrés à peu près. D'accord? L'essentiel étant le poisson, le Verseau, et puis on a Pluton qui, du haut de son truc, enfin Capricorne nous la met à l'envers. Puisque lui, l'air de rien, c'est une planète extrêmement magnétique, et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Il arrive fin Verseau, fin Capricorne, et il agit déjà sur le Verseau. Et c'est ça que je voudrais vraiment creuser aujourd'hui avec cette lune, parce qu'en fait, on le voit, il appartient au bloc Verseau déjà. Hein, finalement, il semble être le dernier finir la marche, hein, mais il appartient de facto également par son magnétisme à pousser cette charge en Verseau. Il ne faut pas oublier non plus que cette charge en Verseau, lui, il est en Capricorne, donc il dépend de Saturne. Et Saturne est bien carré à Uranus, qui est donc le maître du Verseau. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec finalement le Capricorne qui est maître de Pluton, Saturne qui est en Verseau où est Uranus, et Uranus qui fait un carré évidemment à Saturne et qui n'a pas fini son carré.
D'accord? Donc on n'a pas fini de sortir de ces explosions, ces contraintes, ces guerres d'ego, de diverses choses, etc. Alors, si on regarde donc cette position de Pluton qui est extrêmement intéressante, on voit qu'on commence à rentrer dans les 2 derniers degrés et qui sont à chaque fois des degrés extrêmement problématiques quand Pluton sort d'un signe et qu'il a déjà une action sur le signe d'après. Finalement, il y a comme quelque chose qui monte en puissance, comme un feu d'artifice en fait, hein, le bouquet final. Et c'est assez compliqué, l'intensité est à son comble pendant 2 ans et ça génère à la fois des montées de puissance de la force, de l'énergie du signe où il est, avec en même temps des explosions du signe où il va être. Et donc par exemple, pour illustrer ça, je vais vous expliquer les deux dernières passage de signes, et bien celui qui est à 60 degrés et qui nous intéresse, puisque ce signe-là, voilà, il a été, donc il est à 60 degrés, donc en sextile, donc on sait que c'est un aspect de matérialisation, c'est-à-dire que les énergies qui se sont retrouvées sur ce point-là sont à 60 degrés de la position de Pluton actuelle, et donc on sait que le sextile est un aspect de matérialisation, de concrétisation des énergies, de mise dans la matière. Donc on peut se dire que certaines énergies qui se sont retrouvées dans ces années-là vont pouvoir commencer à bien prendre position et bien souffler également sur les 2 derniers degrés du Capricorne. Alors, c'est quoi ces années où on était entre le Scorpion et le Sagittaire avec Pluton? Eh bien, c'est la grande année 1995. C'est-à-dire que Pluton a été fin Scorpion et il passait vers le Sagittaire. Il a été à peu près à faire ça entre janvier et le 30 juin de cette année-là. Et ce qu'on va observer durant cette année 95 qui est extrêmement riche, je vais vous donner les événements qui se sont retrouvés être Scorpion et ceux qui se sont trouvés être Sagittaire, pour que vous compreniez bien que cette année-là, il y avait vraiment la possibilité d'avoir les 2 énergies qui se trouvaient mêlées. Donc on part du principe que le Scorpion, c'est le bouquet final et que le Sagittaire, c'est quelque chose qui commence à vouloir donner de la voix. D'accord ? Donc, en janvier 95, eh bien, la France prend la présidence du Conseil européen comme cette année pour 6 mois. D'accord ? À cette occasion, de façon plus interne, Mitterrand, à cette époque-là, en janvier, décide de réaliser une médiation sur la crise algérienne. D'accord ? Puisque vous savez que c'était la grande époque de la guerre civile en Algérie, et donc il décide, lui, de se proposer en tant que médiateur, ce qui a fait évidemment un tollé diplomatique, et qui a été très mal ressenti avec l'Algérie. Ça, évidemment, c'est un problème Scorpion. D'accord ? Autre problème Scorpion, à cette époque-là, donc à 95, Pasqua réclame l'expulsion de 500 agents de la CIA qui sont en France et qui ont été trouvés, qui sont accusés d'espionnage économique. Ça, c'est de l'espionnage, c'est évidemment Scorpion. Un petit peu après, en mars, on a du Sagittaire qui arrive. L'entrée en vigueur des accords de Schengen. Là, on est sur quelque chose de législatif qui correspond au Sagittaire. Abolition des frontières. Donc là, c'est vraiment le passage du Centaure, du Sagittaire, qui veut ouvrir la porte. D'accord ? En avril, manifestation pour l'égalité des droits contre l'exclusion et la précarité. On est encore dans le fait de légiférer et de promouvoir des droits. On est avec le Sagittaire.
transfert des cendres de Pierre et Marie Curie au Panthéon. Ça rappelle ce qui s'est passé cette année. Et donc là, on est vraiment plus dans un univers officiel, d'accord, qui pourrait correspondre au Sagittaire ou au Capricorne. L'élection présidentielle de l'époque a montré l'écroulement de la gauche avec Jospin, d'accord, et l'élection présidentielle avait été gagnée par Jacques Chirac à ce moment-là, d'accord. Donc, et qu'est-ce qu'il a fait en juin? Il a repris les essais nucléaires, d'accord, on se souvient de ça. Donc, juillet, c'est là où on a eu un attentat à Saint-Michel, d'accord, ça c'est Scorpion. Les élections présidentielles, évidemment, c'était Sagittaire. Le Sagittaire rebelote, le Parlement avait adopté une révision de la Constitution qui portait sur l'extension du référendum, du champ d'application du référendum, avec une session parlementaire unique de 9 mois pour les deux assemblées et une réduction de l'immunité des députés et des sénateurs. Ça, c'est la progression des droits, c'est le Sagittaire. Encore du Sagittaire en août, le contrat initiative emploi qui était destiné aux chômeurs de longue durée, et tout de suite après, on arrive, attentat de la place de l'Étoile, donc on se souvient, 17 blessés, c'est évidemment Scorpion. Le gouvernement interdit la publication du livre blanc sur la répression en Algérie, c'est évidemment du Scorpion. Du Sagittaire, on a démission d'Alain Madelin après des déclarations, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui sont un peu plus vieux, sur les privilèges que les fonctionnaires avaient. Là, ça rigolait pas, hein. C'était, il y avait un mot de trop d'un ministre, il dégageait. Hein. C'est pas comme le gouvernement actuel qui passe son temps à emmerder les uns et les autres et qui reste en poste. Rebelote, Scorpion, fin août, donc tout ça c'était en août, hein. Rebelote, Scorpion, découverte d'une bombe le long de la ligne du TGV de Lyon. En septembre, le 3 septembre, on avait eu un attentat manqué sur un marché Richard Lenoir, un marché de Paris. Le lendemain, une tentative d'attentat qui avait été déjouée dans les toilettes publiques de la place Charles Valin à Paris. D'accord. Donc c'est pour vous dire, ça c'était Scorpion. Ensuite, Scorpion, reprise des essais nucléaires, donc en début septembre à Mururoa, avec, je ne sais pas si vous vous en souvenez, 6 tirs qui ont eu lieu jusqu'au 27 janvier 1996. Donc le Scorpion a duré. Hein. Toujours Scorpion, alors que là il tire vers le Sagittaire, hein, Pluton. Le 7-9, attentat à la voiture piégée contre une école juive à Villeurbanne. Le 8-9, suspension des accords de Schengen, et là on repasse du côté du Sagittaire par activation du plan Vigipirate. En octobre, rebelote, Scorpion, je ne sais pas si vous vous souvenez, opération Azalée, c'était une opération militaire aux Comores qui a été envoyée en urgence pour soumettre le mercenaire Bob Denard, d'accord, après une tentative de coup d'État. Grève générale après en octobre qui va commencer avec d'autres attentats, notamment celui de la place d'Italie et le grand attentat musée d'Orsay et Saint-Michel sur le RER B. Et on va avoir évidemment le début, Chirac annonce le début d'une politique de rigueur, le démarrage de la réforme de sécurité sociale qui a entraîné toute la grève derrière jusqu'à fin décembre, et ça c'est du Sagittaire. Donc voilà, et de même qu'en décembre, fin décembre, c'était pas fini, puisque Hervé de Charette avait annoncé à Bruxelles que la France reprendrait sa place dans l'OTAN. Voilà, et en pourtant le Scorpion n'est pas terminé, puisque le 23-12 de la même année, c'était le suicide collectif des adeptes du temple solaire. Je sais plus, je crois, il y avait des adultes et des enfants, enfin c'était un truc, voilà, dans le Vercors. Pourquoi j'ai choisi ça? C'est pour bien vous montrer que Pluton, quand il change de signe, il mange à tous les râteliers en fait.
et il intensifie, c'est comme s'il se mettait à vibrer comme une cocotte minute, il intensifie son magnétisme qui vient taper sur tous les tableaux en même temps. Donc 95, moi je m'en souviens bien parce que j'étais obligée de traverser tout Paris à pied, dans les deux sens, j'étais crevée. Et c'était impressionnant. Aujourd'hui, on me dit 1995, je m'en souviens parfaitement, tellement c'était quelque chose de dramatique à vivre, d'accord? Avec l'activation, je me souviens du plan Vigipirate aussi, donc ça c'est Scorpion, etc., etc. C'est là qu'on a commencé à voir tout ça. Donc ici, toutes ces énergies de montée en puissance, c'est ce qui s'est passé et on est à 60 degrés aujourd'hui de ces énergies-là. D'accord? Voilà. Donc, on est concerné par ces égrégores qui se sont mis en activation dans ces années-là. Alors, on a également notre passage jusqu'en Verseau de Pluton, hein. Lui, il va durer, il va vraiment être effectif en Verseau. D'habitude, c'est fait en 6 mois. Et là, c'est très long parce que il va commencer la première fois à être en Verseau le 23/3/2023. Ça s'invente pas, hein. Et il va rétrograder en Capricorne et revenir plusieurs fois. Et il sera réellement à 0 degré Verseau le 19/11, donc fin 2024. Donc ça dure énormément. Donc c'est pas si quelque chose qui est si évident que ça. C'est pas quelque chose qui va se faire gentiment. Et c'est pas quelque chose qui va nous laisser, je dirais, sans impression, sans... voilà, ça va s'agiter, d'accord? Donc, le passage du Sagittaire au Capricorne, lui, hein, qui était donc plus tard, le passage du Sagittaire au Capricorne, finalement, je vais tout enlever, d'accord? Ben lui, c'est simple, c'est ce qui s'est passé en 2008. Donc, il y a eu des retours et des machins entre le 26 janvier 2008 et le 27/11/2008. Donc globalement, ce qu'on connaît comme étant la crise financière, une austérité sans pareil, une contraction du système financier, mais également, je vous rappelle, l'invasion de la Géorgie. C'était aussi en 2008. La Géorgie par les Russes. La Géorgie pensait qu'elle était couverte par les Bush, notamment. Ils lui ont dit, bah, t'as qu'à y aller. Et la Géorgie a été complètement prise par les Russes, sans un truc éclair, hein. Ça s'est passé comme ça, parce qu'effectivement, ils ont été tout seuls. Bon. Donc ça, il y a ces énergies-là quand même, hein. On passe de signes et on voit que... Et malgré tout, il y avait déjà cette énergie-là dans le passage en Capricorne de Pluton. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'en 2024, les deux signes du Verseau et du Capricorne sont impactés dans le passage de Pluton en Verseau. D'accord? Parce qu'il y aura le Capricorne et le Verseau. Les moyens pour y parvenir, évidemment, ça va impacter la rigueur, l'austérité, le manque, la contrainte, le contrôle, les révoltes, les révolutions, le changement de société, les technologies, l'espace et le nouveau contrat social entre les peuples. D'accord? La dernière fois que finalement Pluton s'est retrouvé à passer du Capricorne en Verseau, c'était en 1778. D'accord? Donc on sait qu'il y avait à l'époque, en 1776, c'est là que ça a commencé, où il était 2 degrés avant, il y a eu l'indépendance des États-Unis. D'accord? Il y a eu Voltaire qui revenait évidemment à Paris. Donc l'histoire de ces lumières, finalement, qui parlaient. C'est une période, 1778, où il y a eu énormément de problématiques climatiques,
parce que quand Pluton est passé en Verseau, les années ont été extrêmement chaudes. Il a fait plus de 36 ou 37 à Paris. Il y avait eu beaucoup de problématiques de récolte. Et finalement, on s'est rendu compte que ça buguait. D'accord? Au moment où il passe en Verseau, là d'un seul coup, tout devient très très chaud. Donc à peu près de 1778 à 1785. Pour mémoire, la Révolution française, elle est en 1789. Donc soit quand Pluton est réellement en Verseau. Il est passé depuis longtemps en Verseau. Mais ce qui s'est passé avant a préparé ce système-là. Ok? C'est-à-dire que dans les années 1776, à partir de 1776, donc l'indépendance des États-Unis, on a quelque chose qui commence à déconner dans le fonctionnement de la monarchie. On a Turgot qui propose au Conseil du roi des édits qui vont abolir la corvée, par exemple, la corvée royale, qui supprime les privilèges commerciaux des nobles et qui met en place un impôt pour les nobles. Donc là, ça a commencé à pas bien, voilà. Nouveau contrat social. Changement de paradigme social. Voilà. Le climat, par contre, juste avant, lui, il était complètement inversé quand le Capricorne n'a pas été encore complètement quitté. C'est-à-dire qu'il est devenu glacial, avec moins 19 à Paris notamment, avec une Seine qui a été gelée pendant presque 3 semaines, à tel point que les Parisiens pouvaient marcher dessus ou faire du patin à glace. Les innovations technologiques, elles arrivent quand le Verseau se présente, notamment c'était la première démonstration sur le Doubs du bateau à vapeur avec la roue, d'accord, qu'on verra beaucoup aux États-Unis après. Création de la loterie royale, et puis évidemment en 1776, en juillet, on a la déclaration 4 juillet de l'indépendance des États-Unis. Mais il y a d'autres choses aussi qui arrivent en France, on voit avec la structuration, donc la mise en place d'un cadastre, des prêts qui sont faits pour aider l'armée américaine à se battre, puisque Benjamin Franklin, il va venir à Paris demander l'aide de la France contre les Anglais. Et il va l'obtenir d'ailleurs, d'accord? Et donc on va financer tout ça, ok? Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Pluton, on est dans une période où Pluton, réellement, il agite les deux signes, d'accord, avec son magnétisme. Il faut bien aussi comprendre que les 2 maîtres qui sont liés à Pluton, Saturne et Uranus, ils sont en carré. Donc ça contribue à accentuer les problématiques dans lesquelles on va ressentir qu'il y a une espèce d'écrasement. On n'a pas de solution, en fait, d'accord? Donc ici, quand on regarde bien, on a donc les planètes du bloc Verseau, les planètes du bloc Poisson, d'accord? Donc les planètes du bloc Verseau, on a donc Saturne, Junon, Vénus, Mars et Vesta, d'accord? On vient de parler de Pluton en Capricorne, donc voilà. La position de Junon, elle interpelle quand même, parce que elle indique une recherche d'idéal. Elle indique quelque chose on se dirige avec une certaine ferveur vers quelque chose, d'accord? Pour des valeurs en Verseau, pour des valeurs de fraternité, pour des valeurs de lien. Elle est conjointe à Pluton, donc on prend des responsabilités dans quelque chose, d'accord? On porte un poids, et ici c'est la défense de son pays ou la défense de la liberté avec le Verseau. Donc on a bien avec ensuite une conjonction Mars-Vénus, un élan passionné pour les valeurs fraternelles du Verseau. Des gens, ukrainiens ou pas, veulent rejoindre les oppressés pour se battre contre les oppresseurs, entre guillemets, parce que les choses ne sont pas si blancs ou noirs, et tout est gris de part et d'autre, mais l'idée c'est celle-là. Il y a un idéal qui sous-tend ces énergies, et donc on rejoint l'idéal dans un camp ou dans un autre. Les choses sont blancs et noirs, il y a les bons contre les méchants, d'accord? Sauf que si on regarde bien, il y a quand même Vesta, Cuspide de 11, en Verseau.
Vesta, elle indique, attention, elle dit, il y a un point karmique qui va être obligé. On va pas pouvoir ne pas le traiter. On va pas pouvoir faire comme s'il n'existait pas. On va être obligé de laisser quelque chose dedans. On va être obligé de grandir d'un seul coup. On va être obligé de voir quelque chose. D'accord? Vesta, c'est une problématique karmique, ici collective, d'accord, qui est à solder. Donc qui vient d'avant, qui se balade ici, et qui doit être liée aux valeurs de liberté, aux valeurs de fraternité, aux valeurs d'engagement. D'accord? Donc il y a un problème sur ce sujet-là qui doit être traité. D'accord? Le problème de Vesta, c'est qu'elle finit toujours par demander un sacrifice de quelque chose. Donc qu'est-ce qui va être sacrifié ici sur l'autel de la liberté? D'accord? C'est ça qu'il faut aller voir. C'est-à-dire qu'il n'est pas... il faut faire attention de ne pas être le jouet de manipulateurs qui se cachent ici, évidemment avec Soleil, Neptune, Jupiter, Mercure en Poisson, et qui mettraient de l'huile sur le feu pour pouvoir finalement faire une sorte comme les autres grandes guerres, où finalement ne mouraient que les gens qui ne se connaissaient pas finalement, hein, et qui n'avaient rien à faire dans ces problématiques-là. Donc ici, je vous l'ai dit, Soleil et Mercure en Poisson, on ne peut pas dire que la volonté elle soit superbement tenace. On est sur une volonté faible, on est sur un raisonnement confus, qui est plus instinctif et émotionnel que réellement pragmatique, etc. Et c'est ce que on reboucle sur notre pleine lune, c'est ce que la lune vient d'énoncer. La lune, elle vient dire, oulala, mais ça s'emballe, mais c'est n'importe quoi. C'est quoi ce discours émotionnel? C'est quoi ce discours? Il n'y a pas de limite, faites attention. Attention à l'autorité sans limite, qui se base sur les bons sentiments. Attention à ce que vous faites. Vous allez entraîner tout le monde dans quelque chose d'horrible. Donc, ici, voilà, cette pleine lune, pardon, c'est un garde-fou. Elle vient dire, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Voyez les choses, regardez-les, soyez pragmatiques. Regardez factuellement, informez-vous. Informez-vous, elle dit en Vierge. Prenez jusqu'aux détails. Regardez les détails. Regardez ce qui se passe, regardez les détails. Ne vous en laissez pas compter. N'écoutez pas les discours émotionnels. D'accord? N'écoutez pas, ne sombrez pas dans la compassion sans limite, même si cette compassion, elle est nécessaire et elle est belle. Ne vous laissez pas utiliser. Parce que le Jupiter, évidemment, qui représente l'autorité, qui représente, évidemment, qui est en Poisson, donc qui va représenter également l'autorité, l'aspect gonflant, l'aspect démesuré de quelque chose, évidemment, la compassion elle va être énorme. Pour autant, à côté, on a Nessus. On a la trahison. On a le cadeau empoisonné. On a quelque chose qui n'est pas réel. On a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la traîtrise. Donc c'est ça que vient dire la Lune. La Lune, elle dit, attention, attention, regardez, soyez pragmatique, regardez les détails, regardez ce qui est réel, regardez ce qui est factuel. D'accord? Regardez ce qui arrive dans notre quotidien. Soyez un observateur distancé de vos émotions. Donc ça, c'est important, d'accord? Et puis, dans les aspects principaux qui évidemment nous restent, la Lune, on le voit, elle est bien reliée à Pluton. D'accord? Avec ce trigone-là. Et donc, là aussi, elle dit, attention, pour transformer les choses intelligemment, il faut comprendre ce qui se passe. Soyez factuel. D'accord? Ne laissez pas vos émotions dégénérer, mettez-les dans posez-les, prenez du recul.
D'accord? Donc, modifiez les choses dans la réalité. N'essayez pas de vous embarquer dans un truc, une énergie poisson que vous ne maîtriseriez pas. Ok? Et puis, en dernier aspect qui m'a semblé intéressant, on a l'ascendant en taureau, avec Uranus en maison 1. Ici, on nous dit, attention, soudainement, quelque chose peut arriver qui touche vos ressources, l'argent, à manger, l'agriculture. Donc quelque chose arrive de l'autre côté, puisque lui, il est bien carré à tout ce qui se passe là-bas. Hein, et lui, il arrive, hop, et il dit attention, parce que ce qui va vous toucher en vrai, maison 1, ce qui va vous toucher en vrai, c'est ça. C'est le côté ressources, c'est le côté argent, c'est le côté foyer, c'est le côté sécurité affective, d'autant que là, on voit qu'en plus, on a le nœud nord dedans. D'accord? Donc, ça nous dit, attention, les banques, l'agriculture, les ressources, vous allez être attiré dessus peut-être de façon fulgurante à un moment donné parce qu'il y aura un problème. Et que vous allez peut-être le voir trop tard. Parce que quelque chose d'autre aura pris la place. D'accord? Et ça, effectivement, ça va vous impacter. La Lune, elle ferme le triangle avec le nœud. Donc, la vision réaliste des choses doit nous permettre d'avancer correctement, de ne pas être dupe. Ok? C'est surtout ça que ça vient dire. La numérologie de la date, eh bien, c'est la pleine lune a lieu le 18 mars, donc 18 plus 3 plus 2022, ça fait 9 plus 3 plus 6, ça fait 18. Sachant que le 18 donc, est donc présent dans la date. Donc on est sur la lune encore. La lune, donc, qui nous parle encore d'attention, de faire attention à notre émotionnel, qui peut être flouté, qui peut être illusionné, qui peut être mensonger, d'accord? Qui peut être simplement le reflet d'autre chose qu'on n'a pas réellement vu. La lune, c'est une lumière, elle n'a pas réellement de lumière, elle reflète la lumière du soleil, donc elle reflète une lumière qui n'est pas à elle, d'accord? Ici, il y a peut-être trop de possibilités, donc on ne voit pas la réelle porte de sortie, donc on peut s'égarer avec une énergie comme ça, on peut se perdre, et donc on peut être amené à explorer aussi nos idées, notre imagination, et quand on est comme ça, on peut construire une autre porte de sortie, on peut s'adapter, et évidemment, ça peut nous permettre de, grâce à l'imagination, de voir des choses qui peuvent être faites. Alors évidemment, ça parle aussi la lune de famille, de nation, d'action collective et de la foule. Donc on peut avoir tout ça évidemment comme énergie qui se matérialise durant ces 15 prochains jours. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'était plutôt clair. En tout cas, je referai à l'occasion des choses ciblées sur Pluton, mais retenez ça, hein, on est dans une période où les choses sont compliquées. Pluton, il accélère son magnétisme entre les deux signes, les 2 mètres de ces signes sont en carré, ce qui facilite rien et ce qui, malheureusement, perdure nos souffrances qui sont sur tous ces plans-là. Voilà. En tout cas, il faut rester positif et il faut surtout nous garder d'un émotionnel trop grand qui ne nous permettrait pas d'ajuster et de voir la réalité des choses pour pouvoir y réagir correctement en fait. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter plein de courage, plein de bonnes choses, soyons réalistes et puis prenons du recul pour réagir au mieux. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, à bientôt.